Installation du comité de rédaction du nouveau plan stratégique 2022-2025 de l'Assemblée nationale. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui a présidé hier la cérémonie d'installation. Les images en début de journal. Et puis hors de chez nous en Tunisie, l'arrestation de 2 députés hostiles au président Kais Saïd crée des inquiétudes. Plusieurs observateurs et structures de défense des droits de l'homme expriment leurs craintes quant à des dérives autoritaires du président. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. À l'Assemblée nationale hier, le patron des lieux, Alassane Bala Sakandé, a installé le comité de rédaction du nouveau plan stratégique 2022-2025 de l'institution. Composé de 33 membres, cette équipe technique est constituée de parlementaires et fonctionnaires parlementaires. Sanata Siré pour le point. Le plan stratégique élaboré par la représentation nationale lors de la 7e législature connaîtra son épilogue en octobre 2021. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, envisage d'élaborer un nouveau plan stratégique pour la période 2022-2025. L'équipe technique chargée de l'élaboration de ce plan stratégique a été officiellement installée par Alassane Bala Sakandé. Pour cette nouvelle législature, nous avons estimé qu'il était de bon ton et important pour l'Assemblée nationale que nous puissions élaborer un nouveau plan stratégique qui va tenir sur le mandat des 5 ans à venir. Du reste, nous sommes en train de réfléchir aussi par rapport à un plan stratégique qui va peut-être aller sur 20 ans, 30 ans, parce qu'il faut faire dans l'anticipation, il faut faire dans la planification, pour ne pas tenir compte uniquement du fait de notre mandat, pour ne pas tenir compte des 5 ans que nous aurons à passer à l'Assemblée nationale. Je pense que si nous partons dans cette dynamique-là, prévoir quelque chose pour les générations à venir, ça permet de baliser le terrain et permettre également à ceux qui vont venir après nous de trouver quelque chose. Ce comité est constitué de parlementaires et de fonctionnaires parlementaires, avec à sa tête la vice-présidente Chantal Boni-Nignan de la majorité, secondée par Aboubakar Sanon de l'opposition politique. Sa mission principale est de proposer les différents axes de la dite stratégie dans un délai d'1 mois. Nous venons d'être installés. Je pense que c'est un travail d'équipe. Nous examinerons ensemble les propositions d'axes stratégiques que nous aurons à faire. Mais d'ores et déjà, sans me tromper, il faut forcément que ce soit pris en compte au moins l'appui institutionnel comme axe. Il faut également que nous regardions du côté du renforcement des capacités et à mon sens, il ne sera pas très difficile pour l'équipe de déterminer les différents axes stratégiques sur lesquels des partenaires voudront bien nous accompagner. Le président de l'Assemblée nationale dit ne pas douter de la compétence de cette équipe à mener à bien la mission qui lui est assignée. Le comité est composé de 33 membres, dont 2 vice-présidents, 6 présidents de groupes parlementaires, 8 présidents de commissions générales et 17 fonctionnaires parlementaires. À la CENI, Commission électorale nationale indépendante, même exercice hier, le président de l'institution, Élysée Ouedraogo, nommé la semaine dernière, est installé dans ses nouvelles fonctions. Une prise de fonction qui marque le départ de Newton Ahmed Barry, ancien président de la CENI. Au cours de cette cérémonie, il a d'ailleurs dressé le bilan de sa gestion à la tête de l'institution. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale Clément Sawadogo, félicitant le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante CENI en fin de mandat. Newton Ahmed Barry a cédé sa place de président de la CENI ce 2 août à Élysée Ouedraogo. Mais avant, le président sortant de la CENI est revenu sur sa gestion au sein de l'institution. Il a donc dressé un bilan positif en dépit de toutes les difficultés qu'a connues la structure dans l'accomplissement de sa mission. Aujourd'hui, nous vous laissons, Monsieur le Président, 350 millions de carburant, soit 5 fois plus que ce que nous avons hérité. En termes de ressources financières, nous vous laissons 275 millions de francs CFA hors budget de fonctionnement qui va faciliter, nous le pensons, votre déploiement rapide au regard des urgences à affronter pour être au rendez-vous du 22 novembre 2022. Ces ressources, nous les avons obtenues de la CEDEAO et nous les avons réservées pour les municipales, dont vous pourrez immédiatement en disposer. Des acquis que Newton Ahmed Barry dit léguer comme héritage à la nouvelle équipe de la CENI. Le nouveau patron de cette équipe, Élysée Ouedraogo, dit compter sur le soutien de ses dévanciers pour mener à bien sa mission. Si l'on s'en tient
à l'horizon de la fin du mandat des conseils des collectivités prorogé entre-temps, nous avons moins d'une année pour dérouler un processus devant conduire à ce scrutin. C'est un véritable challenge pour nous parce que, contrairement à d'autres équipes qui ont souvent disposé d'un temps plus long pour se préparer, se former et prendre en charge le processus électoral, notre équipe devra y entrer sans tarder. Newton Ahmed Bagui s'est également félicité du bon déroulement et de la réduction du coût de l'organisation du double scrutin du 22 novembre dernier. Le nouveau président de la CENI a donc invité ses collaborateurs à plus de dynamisme et de cohésion pour une élection municipale réussie. Lutte contre le coronavirus, Tam Tam Group Press a organisé une campagne de vaccination contre cette pandémie. La campagne a eu lieu hier et tous les employés présents et intéressés par le vaccin se sont vus offrir la première dose de vaccin AstraZeneca. Le directeur général invite la population ainsi que les autres patrons de médias à en faire de même. Mamitri Anakamabou, images et commentaires. Dans le secteur des médias, Tam Tam Group Press de TGP donne l'exemple en adhérant à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et le hall du bâtiment abritant de TGP transformé le temps d'une soirée en un centre de vaccination. Tour à tour, les agents sont passés prendre leur première dose de vaccin AstraZeneca. Pour le directeur général de TGP, c'est une invite à la population à se protéger contre le Covid. Il a aussi exhorté les patrons de médias à emboîter les pas de Tam Tam Group Press. Il n'y a pas de souci, en tout cas pour ces premiers instants, nous nous sentons très bien. C'est une invite aussi pour nous de dire aux populations et de montrer aussi à l'ensemble de la population que nous ne faisons pas que parler, mais nous-mêmes nous passons à l'action. Et si vous remarquez, Tam Tam Group Press, True TV, Watt FM, Tam Tam Production, nous sommes les premiers médias en tout cas à organiser une campagne de vaccination du personnel de cette envergure. Et donc j'invite aussi tous les autres patrons de médias à faire pareillement et aussi à inciter la population à se faire vacciner. Une trentaine de personnes a été vaccinées lors de cette opération de vaccination contre le Covid-19. Ces volontaires à la vaccination viennent s'ajouter à la liste de 40 000 personnes déjà vaccinées. Une initiative que le ministre a tenu à saluer en faisant le déplacement dans les locaux de Tam Tam Group Press. J'ai fait le déplacement ici pour vous féliciter de vive voix, pour vous dire que vous avez eu un engagement que nous attendions et aujourd'hui nous sommes satisfaits parce que vous avez donné le signal. Nous osons espérer que les autres organes de presse, hommes et femmes de médias, vont suivre ce même chemin afin que vous puissiez continuer à faire votre travail en étant protégés contre la Covid-19 et ses formes graves qui pourraient donc ressurgir et endommager la santé des populations. Donc bravo à Tam Tam Group, bravo à Watt FM, bravo à 3 TV et mes félicitations à tous les agents. Cette démarche initiée par le premier responsable de Tam Tam Group Press fera tache d'huile. C'est aussi la conviction du directeur de la prévention par les vaccinations du ministère de la Santé. Il s'agit d'un très bel exemple à suivre par les autres médias afin de contribuer à faire en sorte que les populations puissent adhérer massivement pour que le Burkina atteigne rapidement l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire 70% qui est donc la couverture qui va permettre d'induire une immunité collective. Après cette première dose de vaccin contre le Covid-19, le personnel de Tam Tam Group Press recevra la seconde dose le 27 septembre prochain. Dans le secteur de l'économie et des finances, les travaux des assises nationales sur la fiscalité ont pris fin le 30 juillet dernier à Ouagadougou. Ils ont duré 2 jours et durant ce temps, les acteurs du système ont tenu des discussions qui ont abouti à des recommandations pour une fiscalité de développement au Burkina Faso. Les recommandations dans ce reportage signé Fatima Tenkima.
Quelle politique fiscale pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso? Les 29 et 30 juillet, ces acteurs du système de la fiscalité ont répondu à cette question à travers des ateliers thématiques et des communications, chose qui a permis de relever les insuffisances du système fiscal burkinabé. Afin donc de corriger ces manquements constatés, les participants à ces assises ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles des recommandations sur la fiscalité locale au service du développement local. Réaliser une étude sur le potentiel fiscal des collectivités territoriales afin de maîtriser l'assiette fiscale, le fichier des contribuables et d'optimiser le recouvrement des recettes locales. Poursuivre la déconcentration des services des impôts en associant les leaders d'opinion. Instituer un quitus fiscal pour les mandats électifs à travers le code électoral afin de donner l'exemple au sommet sur le civisme fiscal. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a salué la qualité des travaux et les recommandations qui y sont issues. Lassane Kaboré a assuré que ces recommandations seront prises en compte par le gouvernement. Et je pense que nous allons mettre en place rapidement, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau du ministère des Finances, un comité pour pouvoir donc suivre la mise en œuvre de ces recommandations, analyser et naturellement en impliquant la Commission nationale sur la fiscalité pour que l'ensemble de ces recommandations-là puissent progressivement être mises en œuvre afin d'assurer à notre pays effectivement une fiscalité qui réponde à nos ambitions, une fiscalité qui nous permette d'avancer résolument vers une optimisation de la mobilisation des ressources intérieures pour le financement de notre développement. Ces assises nationales de la fiscalité ont été organisées par le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement en partenariat avec le Conseil présidentiel pour l'investissement. On prit part à ces assises des représentants du secteur privé, de l'administration publique, de la société civile et des collectivités territoriales. Et puis dans le domaine du foncier, les promoteurs immobiliers craignent une crise sociale et économique sans précédent. Dans une déclaration ce 31 juillet, ils estiment que la démarche du ministère en charge de l'habitat dans le processus de réforme de la loi 057-2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso manque de sincérité. Pour ces derniers, la loi en question a été adoptée sans la prise en compte de leurs recommandations issues de l'atelier de Kaya. Michael Toukri. Pour les promoteurs immobiliers, cet avant-projet de loi regorge de beaucoup d'incohérences et de contradictions d'ordre constitutionnel, législatif et communautaire. La validation d'une telle loi sans large concertation et un consensus pourrait créer une crise sociale et économique sans précédent au Burkina Faso. 27 juillet dernier, reçu une invitation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat de la ville à prendre part à un atelier d'élaboration des décrets d'application de la loi 057. Portant promotion immobilière au Burkina Faso, prévu pour la période du 2 au 7 août 2021. Après concertation, nous avons par voie de courrier, en date du 30 juillet, retiré notre désaccord eu égard à l'expérience de l'atelier précédent sur la relecture de la loi sur la promotion immobilière, dont notre participation n'avait pour objectif que la légitimation de la démarche du ministère et non la volonté réelle d'une prise en compte des propositions, des préoccupations des acteurs du secteur. L'avant-projet de loi, selon Roger Nikeman, dénie le droit des propriétaires terriens à céder librement leurs terres, propose un modèle restrictif de la promotion immobilière, instaure un système de monopole, opère une discrimination notoire entre les sociétés d'État et les entreprises privées. Il occulte le traitement du passif des dossiers déjà introduits qui engagent les chefs de terre, les chefs coutumiers et les propriétaires terriens et les populations. Bref, si l'on y prend garde, ce projet de loi induira certainement un effet contraire, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, elle créera une situation ingérable et de nombreux conflits au sein de la population. Aussi, on risquera d'assister à une prolifération sans nul pareil des habitats spontanés avec ses corollaires de fragilisation de la paix sociale. C'était l'objet de la réunion de ce matin.
Roger Nikeman rappelle que les propriétaires immobiliers ne sont pas hostiles à l'idée de réforme. Seulement, ces derniers disent militer pour une réforme juste, équitable, sans restriction des droits acquis. Il invite les plus hautes autorités à se saisir de la question afin d'éviter que la bombe tant redoutée au Burkina Faso n'explose. Sport JO Tokyo 2020, l'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango s'est qualifié de justesse pour la finale du triple saut homme, et cela après une performance de 16,83 m, un saut inférieur à ses dernières performances avant ces JO. La finale de la discipline est prévue pour le 5 août prochain à 2 h du matin, temps universel. Cette fois-ci, l'AS Lyon a tenu une activité pour occuper les élèves durant ces vacances. Un camp vacances qui a duré 1 mois. Les enfants qui étaient inscrits ont pu pendant ce temps acquérir des bases en basketball. Pour une première édition, le promoteur se réjouit du succès de l'activité, mais compte sur plus de soutien pour mieux réussir les éditions prochaines. Assami Tiamtori. Permettre aux plus jeunes de s'occuper sainement et utilement pendant les vacances et en prenant du plaisir, tel est l'objectif de ce camp vacances. Et ce sont plus de 30 pensionnaires âgés de moins de 15 ans qui ont bénéficié de l'encadrement des coachs sur le maniement du ballon, la conduite, le lancer franc, le dunk et autres. J'ai appris les lay-ups, et comment tapoter, j'ai appris plein de choses. Je pense utiliser ce que j'ai appris pour jouer dans le basket. Je suis satisfaite parce que le basket est une activité qui fait grandir, garder la forme. Et puis genre, comme c'est les vacances là, c'est mieux de s'inscrire à une activité pour mieux progresser, pour mieux garder la forme. Pour cette première édition, l'Alliance Camp Basket a choisi de se focaliser sur les techniques de base, une méthode qui vise à former de façon progressive les enfants afin que l'assimilation soit efficace. Après 1 mois donc de formation, les organisateurs se disent satisfaits du niveau général. Pour la formation des jeunes, les permettre d'avoir une occupation pendant les vacances et aussi les permettre aussi de bien développer leur organisme. L'année prochaine, on va faire plus que ça. Voilà, on compte repartir à travers un peu dans des différents quartiers pour permettre à certains parents de pouvoir s'inscrire leurs enfants. Voilà, pour la 2e édition. Je suis très satisfait et je remercie beaucoup à nos partenaires. Et on demande encore plus à d'autres partenaires de venir soutenir le basketball. Venus assister à la cérémonie de fin de formation de leurs enfants, les parents louent cette initiative. Selon leurs représentants, cette activité non seulement participe à l'éducation des jeunes et aide les parents à les occuper pendant les vacances. Oui, c'est une initiative à saluer, c'est à encourager. Et quand on sait que quand on laisse les enfants dans l'oisiveté, ils n'ont rien à faire, c'est que des problèmes. Donc s'ils acceptent de venir pendant 1 mois prendre leurs vacances pour se lever tôt, venir se dépenser, quand ils rentrent à la maison, ils ont des choses à raconter à papa, ils ont des choses à raconter à maman. C'est peut-être une initiative à encourager. Et voilà, nous en tout cas, on encourage cela et pour les prochaines éditions, nous sommes là pour les soutenir. À la fin de ce camp vacances, une petite compétition a été organisée et tous les participants ont été récompensés en plus d'une attestation décernée. En Tunisie, 2 députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama qui se sont opposés au coup de force du président Kais Saïed et à la suspension du Parlement ont été arrêtés, a annoncé dimanche 1er août le chef de leur parti. Des arrestations qui ont suscité de vives critiques, notamment de la part des ONG de défense des droits de l'homme. Un poste de Premier ministre toujours vacant, des arrestations de politiques critiques envers le président. 1 semaine après la prise de pouvoir de Kais Saïed en Tunisie, certains observateurs expriment la crainte d'une dérive autoritaire. Les arrestations qui font polémique ces 3 derniers jours sont celles notamment de 2 députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, un parti ultra-conservateur allié d'Ennahda. Ils ont été arrêtés ce week-end et placés en détention provisoire dans le cadre d'une enquête de la justice militaire. Al-Karama compte parmi les partis qui dénoncent un putsch de la part du président Saïed.
Vendredi, un député indépendant qui dénonçait lui un coup d'État militaire a lui aussi été arrêté en application d'une condamnation à 2 mois de prison prononcée fin 2018 pour avoir critiqué l'armée, selon la justice militaire tunisienne. Face aux critiques, Kais Saied reste imperméable, d'autant qu'il jouit toujours d'une très forte popularité depuis son élection avec plus de 70% des voix en 2019. Voilà qui met fin à ce 13h de Truy TV, un journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On se dit à demain 13h pour notre tour de l'actualité.